Salut Loïc. Bonjour Jonathan. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Bah ça va. Merci de m'accueillir ici. Bah ouais, bienvenue en Normandie. Merci. On fait pas le même métier, c'est une émission sur le cinéma indépendant et la création indépendante. Et on va rencontrer des techniciens, des comédiens, des artistes, tous les corps de métier du cinéma qui, comme le titre de l'émission l'indique, ne font pas le même métier. Toi, par exemple, tu es bien plus au-dessus que moi au niveau du métier. Non, je suis pas d'accord. J'ai travaillé pour toi, donc tu peux pas dire ça. Et on fait pas le même métier, en effet, parce que tu as eu besoin de moi. Ah bah ouais, ça c'est clair. Donc, Sans voilà. toi, j'aurais été niqué. Donc c'est vrai. Donc, ce que je te propose, pour commencer, c'est qu'en quelques mots, tu te présentes. Ok, très bien. Alors, Loïc Gourbe, j'ai 40 ans, ça y est, j'ai passé le cap. Donc, ça fait 18 ans que je travaille dans le métier. Je suis arrivé dans des studios de Digital Factory en 2002. Sorti des études, j'ai eu la chance de tomber dans le bain de la post-production cinéma, puisque j'ai fait après 6 mois de stage à Paris où j'ai travaillé sur de la production vidéo, du dessin animé pour France 3. Je suis arrivé donc ici dans les locaux de post-production de Digital Factory. L'avantage, c'est pour ça que je pousse pas mal de jeunes, même si le stage est compliqué financièrement, on a du mal et tout, ce qui est intéressant, c'est quand même de s'ouvrir un maximum d'expérience. C'est bateau de dire ça, mais c'est là-bas, c'est ce stage parisien où il y avait des gens formidables et tout, et qui m'ont accueilli, qui ont accepté ce stage, mais avec des conditions où j'étais logé à l'autre bout de Paris, jeune, qui ne connaît pas Paris, j'ai cassé ma voiture la première semaine, enfin voilà, des galères d'intendance, on va dire, même pour manger, enfin voilà, c'était assez compliqué. Mais c'est dans ce stage déjà où j'ai énormément évolué sur les logiciels, parce qu'une relative petite boîte où stage d'été, je remplaçais carrément quelqu'un. C'était pas un stage comme on l'imagine avec un maître de stage et compagnie. Voilà, j'étais vraiment en mode bon bah tiens voilà c'est ça et il faut sortir tel truc pour vendredi. Et donc c'est pendant ce stage que j'ai une personne qui m'annonce, voilà, on parle de bateau, comment dire, d'où on habite et tout, et je lui dis j'habite en Normandie. Alors Normandie c'est vaste, donc l'Orne, mais je connais l'Orne, qui est un département qui n'est pas le plus peuplé de France, donc près de Gacé. Je fais ok, mais tu sais qu'il y a un studio monstrueux qui est en train de se monter en post-prod chez Luc Besson, et donc je fais oui, bah j'avais entendu parler et tout, des tournages et tout, mais il fait mais non, ils sont en train de mettre en place tout un gros service de post-prod. Et donc ma compagne qui travaillait chez le vétérinaire du coin, à un moment le régisseur du site qui est passé, et elle lui a demandé d'avoir un rendez-vous pour moi, et le rendez-vous s'est fait 3 jours après. Ils étaient ici en pleine progression sur pas mal de films et tout, la production d'EuropaCorp à l'époque, et donc j'arrivais à point nommé, un garçon du coin avec une formation qui correspond. Donc j'ai fait un mois de stage, et puis au bout d'un mois de stage, j'ai eu un CDD, et puis au bout de 6 mois, je suis parti en CDI. Et est-ce que tu te souviens, c'était à l'époque de quel film d'EuropaCorp, tout ça? Alors là, j'ai une anecdote, parce que moi j'arrivais d'une école où il y avait une formation, mais on n'était pas du tout préparé à ce type de post-prod, avec ce niveau de post-production. Ouais, là on parle de gros films. Hein. Ah oui, quand je suis arrivé, j'ai un rendez-vous avec le directeur du site, et il m'annonce que je serai sur le mixage du prochain Bertrand Blier, qui s'appelle Les Côtelettes. Un claquement de fouet. Dès qu'elle est là, je bande. J'entends ses pas dans l'escalier, je bande. Même quand elle n'est pas là, je bande toute la journée. Tenez-la, par exemple, c'est peut-être de parler d'elle, je bande. Bon, ben, asseyez-vous. Merci. Et je suis rentré chez moi, apeuré, mais en même temps ravi du challenge, parce que je me dis, je vais mixer un Bertrand Blier. Et donc, voilà, mes parents, voilà, c'est super, quoi, près de chez moi, d'avoir ce type d'opportunité. J'étais jeune et naïf, et donc du coup le lundi au moment du projet, voilà, en fait j'ai appris que mon rôle était en fait assistant mix, qu'on appelait recorder, où j'étais là pour câbler, mettre en place les logiciels, faire toute l'intendance technique du film de Bertrand Blier, Les Côtelettes, avec le mixeur qui arrive, les monteurs son qui arrivent, le réalisateur qui arrive, et donc j'étais avec un collègue, Sébastien, et on se retrouve
au fond, et là je déchante parce que je me dis merde, en fait c'est quoi mon métier? Et voilà, et puis à juste titre, j'apprends que je commence avec les bases, c'est-à-dire voilà, la gestion technique d'une séance, la mise en place des configs, qui était extrêmement lourde déjà à l'époque, puisque c'était beaucoup moins simple avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas le numérique et tout à l'époque encore? Si, le numérique était déjà là, puisqu'on il y avait déjà Pro Tools, par voilà, exemple. tout à fait, le logiciel principal qu'on avait, mais voilà, il y avait encore pas mal de câblage, beaucoup de machines en en hardware, donc qui étaient physiques, et pas des plugs et compagnie. Donc voilà, notre rôle était ça, et puis on était en 35. Donc il fallait charger la pellicule 35, voilà, il y avait tout un rôle technique d'assistanat à faire. Tu fais ça avec EuropaCorp, et un jour tu montes ta boîte, tu décides d'être indépendant. J'ai pas monté ma boîte tout de suite. J'ai le fait d'avoir des connivences et de travailler sur des gros films. Il y a de la confiance qui se crée avec des gens qui viennent de l'extérieur, des intermittents et tout. Et puis je commence à avoir des petites tâches que je commence à faire, des petits bouts de mix ou des enregistrements de bruitage, quelquefois de post-synchro. Ensuite, donc j'ai créé Elgo Live, qui au départ n'était pas du tout dans le cinéma, quelque part. Au départ Elgo Live était utilisé parce que voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et je faisais pas mal aussi de captation de pièces de théâtre, de concerts, voilà. Et puis moi, ce que j'aimais, c'était aussi le goût du live. Donc voilà, j'avais ce côté où en post-prod, quand on merde, on fait undo et c'est réglé. Là, si tu loupes, t'as loupé. Donc voilà, j'aimais bien aussi cette petite excitation. Donc voilà, donc Elgo Live a été conçu pour pouvoir acheter du matériel de captation, faire de la sonorisation. Il y a une petite passion aussi que je fais avec un copain Raphaël qui était du feu d'artifice, donc voilà, on a pu mettre tu en faisais place... la musique, je sais pas de comment Alors moi dire. je m'occupais du montage son, de la musique, de spectacles, et puis voilà, j'avais un copain qui était voilà, plus feu d'artifice, donc après les genres se mélangeaient et on a fait pas mal de trucs comme ça, quoi. Donc on fait un bond en avant, tu crées ta société Elgo Live pour faire tout ce qui est captation, feu d'artifice, tout ça. Et du coup, comment ça se retrouve ici? Alors du coup, ici, moi j'ai fait mes gammes. Donc le site normand, à un moment, a été mis un peu en sommeil au détriment, on va dire, ou au bénéfice de la Cité du cinéma. Donc moi qui étais pur normand, j'ai du mal à me dire on retourne sur Paris. Donc j'ai été licencié et puis j'ai gravi, je suis reparti quasiment de zéro. On est reparti j'ai refait des bandes annonces pour EuropaCorp, de la VF, voilà, revenir petit à petit et se recréer un réseau, faire du court-métrage avec toi, et puis ensuite il fallait trouver aussi une raison à Elgo Live, puisqu'il y avait moins de captation, enfin plus ou moins. Et du coup, je trouvais dommage que le site normand tombe en sommeil. Et je me suis dit, je vais réorienter Elgo Live, qui était au départ live pour la captation, pour quelque chose de plus dédié à la post-prod. Voilà, moi l'avantage aussi de ce lieu, c'est que j'essaie de l'amortir certes, mais quand j'ai un coup de cœur, quand j'ai un ami, voilà, je peux aussi rendre des services. Ça reste un laboratoire aussi un peu pour toi ici? C'est ça, on est moins dans un truc commercial, c'est-à-dire que l'auditorium a ses facilités. Alors certes, en coût, il y a quand même un coût, mais le coût est quand même relatif, et ça permet moi de plus avoir cette notion forcément de temps, avec un coût fixe, qui nous bloque pour certains projets et qui bloque un peu l'artistique et le fait de pouvoir tester. Aujourd'hui, même par rapport à 10-15 ans, on n'a plus trop le temps de tester, les temps de mix sont réduits, enfin je parle des prods classiques, voilà, il faut être vite efficace, donc avec du matériel qui l'est encore plus aujourd'hui, donc les temps de mix se sont réduits, donc on n'a plus le temps d'essayer, voilà. Donc mon outil ici me permet d'essayer, de tester, d'essayer de me tromper et de me revenir en arrière. On a des temps de post-prod sur des films qui sont indés, où on est sur 2 ans, 3 ans. Et, pour du long métrage. Pour du long métrage. Aujourd'hui, sur des films classiques, type, là je vais en faire un pour Netflix, j'ai 3 semaines de mix.
Okay. Voilà, donc il faut être efficace, voilà. Et donc 3 ans, 3 semaines. C'est pas le même ratio, et c'est pas le même travail. C'est-à-dire que là, on travaille plus pour du flux, ou alors il y a une énorme prod derrière, donc il y a énormément de préparation, et les équipes sont plus grosses aussi. Donc voilà, derrière, j'ai un monteur son, j'ai un monteur dialogue, j'ai quelqu'un qui s'occupe des musiques, qui va les mixer. Donc je récupère aussi quelque chose de très propre. Pour les gens qui sont pas du métier, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un avant toi qui va s'occuper dans le film de bien nettoyer les dialogues, bien voilà, les monter. alors, les différentes étapes du son, si on veut structurer un peu les choses, c'est-à-dire que le tournage se passe, on passe donc à la post-production, après tournage, on fait le montage image. Une fois le montage image fait, il y a, on va dire, 5 étapes qui sont lancées au son, c'est-à-dire la musique, voilà, composition des musiques à l'image, le mixage et compagnie. Les dialogues, donc qui engendrent le montage des dialogues, les nettoyer, faire une journée de détection de post-synchro, on va se réunir avec le réalisateur, l'ingé son, le monteur son, le monteur image, pour faire le tour sur tout le film de ce qui pourrait poser problème en termes de compréhension, ce qui pourrait poser problème en termes de texte. C'est-à-dire voilà, le texte correspond plus au montage qu'on a fait, donc il a fallu rajouter un petit voix off ou un petit bout de voix pour que le personnage, voilà, ça puisse matcher. Donc voilà, cette détection va engendrer ça et va engendrer justement l'enregistrement des post-synchro. Donc là, c'est les comédiens qui reviennent en studio pour se doubler, donc refaire des post-synchro et donc voilà, et corriger ce qui aurait pu être défaillant sur le plateau. Une autre étape qui est lancée, c'est celle du montage son. Donc c'est les monteurs son qui sont là avec des disques durs remplis de son et qui font un montage avec voilà, les sons bien particuliers, qui est une étape très importante de création. C'est eux qui donnent un peu voilà, la structure sonore du film. Donc la musique, les dialogues, le montage son, le bruitage, donc aussi maintenant une étape très importante dans la conception d'une bande son. C'est des bruiteurs qui sont une trentaine en France, dont le métier est voilà, le plus magique dans la conception d'une bande son, se retrouvent dans un auditorium de bruitage et viennent avec toutes leurs valises, tous leurs bric-broc, comme tu l'as pu le voir. J'ai eu la chance de le voir ici, c'est encore... alors pour moi, c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est encore à l'ancienne. Hein. Ah, ils viennent avec tous leurs accessoires et complètement, tout. C'est leurs outils de travail, ils les connaissent, ils savent comment ils vibrent, comment ils sonnent, et donc du coup, ils recréent la bande son. Alors, à la différence des monteurs son qui, eux, vont mettre, je sais pas, les bruits d'avognon de chasse, les choses qui sont difficiles à recréer dans un studio, eux vont s'occuper de toutes, on va dire, les petits sons qui font la vie. C'est-à-dire les pas, les bruits des vêtements, les mains quand ils viennent se frapper, qu'ils viennent frotter, les bruits des couverts, enfin voilà, et puis même des fois des effets, puisqu'on travaille avec des micros extrêmement précis, donc si on se rapproche très près du micro, on va pouvoir avoir des sons bien particuliers, on va utiliser aussi des micro-contacts qui vont donner des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, puisque c'est par vibration solidienne qu'on va capter les sons, et voilà, donc voilà, le bruitage. Et donc l'étape finale, c'est le mixage, où on va récupérer l'ensemble de ces sons et en faire quelque chose de sympa à écouter, d'harmonieux et puis d'agréable. Alors l'étape du mixage, on agit sur pas mal de choses. L'essentiel des sons sont là, sont présents, enfin quasiment. On va donc les rendre le plus agréable en les mixant plus ou moins fort par rapport aux autres. Voilà, on va travailler la voix par rapport au contexte, l'intégration des post-synchro qui ont été faits en studio qui ne sonnent pas de la même manière tout à fait que sur le tournage, donc il va falloir les triturer pour que ça puisse sonner pareil, l'intégration des musiques, donc ensuite la spatialisation, c'est-à-dire que voilà, par rapport à ce qu'on a à l'image, qui est plutôt une image pour l'instant 2D, même si des fois on a de la 3D, mais de la 2D, donc nous on a là où le cadre d'une image est comme ça, nous on a un champ de 360 degrés qu'on peut remplir, donc c'est des effets spéciaux à pas cher le son, donc on peut faire passer un hélicoptère sans le voir, on peut faire énormément de choses. Donc le but du mixage, voilà, c'est de remplir cet espace sonore à 360 degrés et voir maintenant avec l'Atmos, le top, avoir des enceintes au-dessus, enfin voilà, il y a énormément de techniques aujourd'hui qui se mettent au point. Et donc remplir cet espace, et puis ensuite la gestion de la dynamique. C'est-à-dire que la dynamique, c'est pas forcément être fort, c'est justement le rapport entre un son faible et un son fort. Donc on doit gérer cette dynamique. Donc aujourd'hui,
Ce qui est décevant, c'est que nos jeunes qui écoutent les MP3 machin ont une dynamique très faible, c'est-à-dire que tout à burn, et on a plus cette, quand on pouvait l'avoir dans la musique classique, des moments très faibles, des moments très forts, et qui donnent justement l'émotion. Le cinéma offre encore, difficilement, mais offre encore la possibilité d'avoir cette dynamique, et quand, par exemple, dans un film, on a une explosion, bah, si on veut la rendre encore plus conséquente, il faut que, juste avant, ce soit calme. Et donc ça, cette dynamique, à la télé, on l'a plus, et on se comprend, puisque des gens qui peuvent être en appartement, enfin, je le comprends, détestent jouer de la zapette. Donc pour la télé, on a des mix où on compresse cette dynamique pour voilà, que ce soit acceptable et qu'on ne soit pas tout le temps en train de jouer de la zapette, pour comprendre les dialogues, baisser la musique, enfin voilà, faire le mixeur chez soi, c'est pas l'idée. Donc pour la télé, on réduit tout ça, mais le cinéma, on s'offre encore cette liberté d'avoir des moments de vagues sonores qui puissent arriver. Est-ce que tu peux me reparler? Donc ici, il y a du bruitage, mais aussi, il y a aussi d'autres endroits ici. Donc ouais, donc ici, donc le mixage principalement. Et quand j'ai conçu le mixage, j'avais aussi dans l'idée de me dire qu'est-ce qu'on peut proposer dans les différentes activités du cinéma. Et donc là, je réfléchissais surtout par rapport à ce qui s'est passé pour la musique. On a tous vu comment s'est délabré le marché de la musique et surtout l'ensemble des prestataires. Hein. Les gros studios parisiens sont tombés. Donc je réfléchissais à quelles activités cinéma ont encore un avenir dans la post-production. Il est clair que des étapes comme le montage son aujourd'hui peuvent se faire assez facilement dans un home studio comme ça s'est produit pour la musique. Le montage image. J'aurais tendance à dire l'étalonnage est aussi une étape qui a tendance à se dématérialiser. Reste, à mon avis, le mixage, où pour l'avoir testé chez soi sur des petites enceintes et la translation sur, dans des salles de cinéma, même sur des plateformes, ça marche très peu. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes sensations que sur un espace, un volume conséquent, des enceintes dédiées, voilà. Dans le même style, le bruitage. Le bruitage, comme vous l'avez vu, c'est une grande pièce avec une acoustique bien particulière pour répondre aux différents lieux qui sont utilisés dans un film. Le fait d'avoir plein de matières, le fait d'avoir différentes portes, fait que ça ne peut pas se faire dans une chambre ou dans une cave. Et l'effet de niche, on va dire, de la musique, c'est-à-dire l'enregistrement acoustique. Donc aujourd'hui, la majorité de la musique est composé de façon numérique avec des sampleurs, des synthés et compagnie, mais l'enregistrement d'un orchestre comme on a pu le voir sur le film Musical, où voilà, on avait besoin de sincérité dans le jeu, dans machin, bien, on a besoin d'un endroit pour le faire proprement, parce que pareil, ça peut pas se faire dans une chambre, ça peut avec une acoustique maîtrisée, un silence et des conforts de travail. Et donc le lieu en Normandie offrait ces trois éléments qui me paraissaient essentiels dans la conception d'une bande-son, le mixage, le bruitage et l'enregistrement d'orchestre. Donc tu parlais du projet Musical, vous avez fait la musique ici, tu veux nous en toucher un mot? Alors Musical, c'est voilà, ce que ce type d'outil permet de faire, c'est-à-dire que j'ai un copain producteur, Amos Rosenberg, qui vient me trouver et qui me dit « Écoute, j'ai fait un long métrage », il m'en a déjà touché un mot, mais j'ai fait un long métrage et je suis pris dans un festival, j'ai tout dépensé au tournage. Est-ce qu'on peut parler de cinéma indépendant Ah bah complètement, là pour le coup complètement. Voilà, malgré quelques financements, voilà, il est parti Tu me dis si je me trompe, mais il y a pas, à la base, il n'y a pas d'achat télé, de CNC, il n'y a pas le parcours classique de financement. Il n'y a rien, okay. Rien. Un petit achat télé, mais rien de transcendant, quoi. Et donc tout l'argent a été mangé quelque part par le tournage, et donc on arrive en post-production où voilà, il n'y a plus d'argent. Le projet étant ce qu'il est, voilà, me titille un peu et je lui dis écoute, pour ton festival, on passe 5 jours à rendre le film écoutable. On ne fait pas des miracles en 5 jours, on l'aura compris, mais à rendre ce film écoutable. Et donc on est au mois d'août, on fait ces 5 jours et début septembre, il part au festival de Fifi-Gros de Groland. Le film donc Musical est présenté au Fifi-Gros à Toulouse et part avec l'amphore du peuple, donc le prix du public, avec Jean Dujardin qui encense le film, voilà, donc on est ravis. Donc on va plus loin parce que le projet n'était pas abouti, et donc du coup on continue à travailler sur la post-prod.
Moi, on a officialisé les choses, puisque comme il n'y avait pas d'argent, du coup, on a officialisé les choses où je suis passé producteur du film. Donc voilà. Et donc, on a continué à travailler. On a été ensuite au Festival international de comédie de Liège, où là, on part avec le prix de la critique. Donc voilà, on se remplit d'ego et de fierté, et on se dit, bon, bah, on continue, on avance. Et j'ai eu l'occasion au mois de décembre, donc 2 mois après, de présenter le film à Besson, qui a aimé, qui a voulu soutenir le film, et donc qui nous a aidés pour avoir des moyens techniques, le bruitage, l'enregistrement de la musique. Il est intervenu sur le montage, il nous a intégrés à EuropaCorp dans les ventes internationales. Donc voilà, et puis il a réussi même à nous dénicher un distributeur. L'histoire, elle est belle. Tu vois ce que tu racontes là, des mecs qui se sont battus pour faire un film, après toi tu arrives là-dessus, t'as quand même Besson qui est pas n'importe qui arrive à la fin et qui dit attendez, moi les gars je vais vous filer un... Comme quoi le cinéma indépendant c'est pas mort, tu vois, et voilà, puis moi ma petite fierté d'avoir commencé vraiment en bas, assistant de mix, et de me retrouver coproducteur avec Besson sur un film. Bon, même si c'est pas, voilà, c'est une petite fierté aussi pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu as travaillé, où tu as passé des bons moments en tant que recorder, ou en tant que mixeur, ou en tant... Oui, alors, il y a forcément plein de bons moments, parce que ça a été dense toute la période d'EuropaCorp de 2002 à 2014-2015. On a fait plus de 100 films, donc ça va de la trilogie Arthur, où les Français se lançaient sur un gros projet financé avec énormément d'animation. Enfin voilà, c'était où il y avait de l'appréhension de tout le monde, se dire comment on va pouvoir englober un projet comme ça. Donc il y a eu des semaines entières de bruitage pour voilà, animer de manière sonore l'animation. Des projets aussi beaucoup plus chétifs en soi, mais qui on a fait Dickeneck. Donc c'est voilà, où on s'est marré en permanence parce que voilà, c'est Dickeneck, même quand on le regarde en boucle, les jeunes l'apprécieront. Il reste culte encore. Voilà, donc toutes les phrases qui sont devenues cultes, on les avait déjà devant la console, nous, parce que ça nous faisait marrer. Donc voilà, énormément il y avait de grosses semaines de travail en termes d'heures, mais voilà, vraiment une bonne entente entre les techniciens, et puis voilà, c'était aussi la manière de dire qu'on participait à des gros projets quand même, enfin en tout cas en France. Qu'est-ce que tu aimerais à l'avenir pour toi et Elgo Live par exemple? Avancer tout doucement, toujours avoir des projets, enfin voilà, les projets que je fais on va dire en interne ou en prod légère avec Elgo Live, c'est soit des amis, soit le projet excitant, enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui titille la flamme, la passion pour ce métier-là. Parce que voilà, encore une fois, si tu fais ce métier-là comme un métier, on pourrait l'imaginer avec des horaires fixes et tout, ça va devenir vite ennuyant parce que voilà, voilà, c'est ça. Donc s'il y a toujours cette flamme, cette petite passion, ça permet vraiment de s'éclater. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer soit dans le cinéma au sens large, ou alors dans le son? Déjà, énormément de courage pour les jeunes aujourd'hui qui se retrouvent sur le marché du travail, malgré en plus cette situation de Covid et tout. Le métier a changé énormément. Je sais que moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise qui embauchait en CDD, CDI, enfin voilà, qui avait une assise et une structure pour pouvoir embaucher des jeunes en permanent. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Les sociétés, comme ce que je disais tout à l'heure pour la musique, les gros prestataires ont d'énormes difficultés à avoir un rythme de travail constant et de pouvoir garder des gens en fixe. Et donc, voilà, aujourd'hui, pour sortir du lot, c'est une bataille qui est compliquée. Donc, beaucoup de courage pour les gens qui sortent des écoles aujourd'hui et d'arriver à se lancer dans ce marché qui... où on compte beaucoup sur la passion et peu sur la rémunération au départ en tout cas. Loïc, merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour ce petit entretien. Avec plaisir, tu sais que tu es le bienvenu ici, hein, tu es déjà venu. Ouais, écoute, c'est vrai qu'on peut le dire sur la chaîne, c'est toi qui as mixé Transfert. Voilà. Et donc on a eu la chance de mixer ici. Alors pour l'instant personne ne l'a vu au cinéma. Mais, Ah si, aux États-Unis, beaucoup de gens l'ont vu en salle. Bon, j'ai pas eu de retour. Et il y a eu 2 projets dans le nord de la France avant le Covid. Et après, il y a eu l'avant-première sur Twitch. Mais... du coup, Loïc, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au prochain. Merci Loïc, ciao.